Oui, ce matin, c'est vous, Gérard Collomb, qui nous accueillez dans ce nouveau siège de la police judiciaire parisienne, ministre de l'Intérieur, bien sûr. Vous allez inaugurer ces locaux dans quelques minutes. Jean-Michel Apathy, nous sommes donc avec le ministre. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Donc c'est toujours le 36, mais c'est 36 rue du Bastion, ce n'est plus 36 quai des Orfèvres. On imagine que des locaux comme ça, équipés de manière moderne, permettront aux fonctionnaires de police de faire face à tous les défis, toutes les crises qui sont ceux d'aujourd'hui. Oui, je pense que c'est évidemment un changement d'époque, parce que tous les Français avaient dans l'imagination le 36 quai des Orfèvres par les films, par ce qu'ils avaient pu voir. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on change d'air et que d'une police traditionnelle, on passe à une police je dirais, de l'avenir, de technologie. Donc c'est un changement d'époque pour la police aussi. Important, 1700 fonctionnaires ici sur place qui auront donc à gérer toutes les affaires qui peuvent se produire en France en général, mais aussi bien entendu dans la grande métropole parisienne. Le président de la République s'est longuement exprimé hier sur la sécurité, c'était hier après-midi, à l'Élysée, devant les directeurs départementaux de la police, devant les préfets. Et il a évoqué notamment, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire, mais vous allez nous l'expliquer, Gérard Collomb, la police de sécurité du quotidien. On écoute Emmanuel Macron. Il ne vous aura pas échappé que la réforme que je souhaite porter n'est pas le retour à la police de proximité, même si je ne partage absolument pas le procès qui a parfois été fait à cette dernière. La police de sécurité du quotidien vise à sortir de l'opposition stérile entre police de proximité et police d'intervention. Bon, alors on comprend quand même pas trop ce que c'est. La police de sécurité du quotidien, 15 métropoles vont l'expérimenter. Vous allez les choisir d'ici à la fin de l'année. Donc l'expérimentation va démarrer l'année prochaine, durant le premier trimestre 2018. Mais c'est quoi exactement, comment vous la définiriez, la politique de sécurité, la police de sécurité du quotidien? D'abord, il vous l'explique bien en disant ce qu'elle n'est pas. Il y avait un modèle qui était le modèle qu'avait expérimenté dans le temps Jospin, la police de proximité, qui consistait à être au plus près du terrain. On l'avait caractérisé à un moment donné comme les policiers qui jouaient avec les gamins dans les cités au football. Puis de l'autre côté, après, on est allé à un autre extrême, c'était un peu la police d'intervention, c'est-à-dire qu'on venait en voiture, on contrôlait et on repartait. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est une police qui soit présente dans les cités, sur le terrain, mais qui, en même temps, remplit son véritable rôle de police. D'ailleurs, ça ne sera pas que pour les métropoles. Des locaux dans les cités, vous allez multiplier les points où les policiers seront présents. Non, fixés. il ne s'agit pas simplement de multiplier les points, parce que ce n'est pas les points qui comptent, c'est le fait que la police soit présente sur le terrain. Vous voyez, moi, quand, dans mes fonctions anciennes, il m'est arrivé de fermer des locaux de police, tout simplement parce qu'ils ne servaient plus à rien. À la limite, les policiers les défendaient plutôt qu'ils ne passaient à l'offensive. Non, il s'agit de faire en sorte que les gens continuent à s'apercevoir que la police est présente et que là où elle ne l'est plus, ils puissent réinvestir et donc qu'ils voient de la police auprès de chez eux. Et alors, les formes seront différentes, parce que la France est diverse. Vous parliez tout à l'heure des métropoles, mais la police sera différente suivant que l'on sera, par exemple, dans le quartier un peu paupérisé d'une grande ville, suivant qu'on sera dans la périphérie ou suivant qu'on sera dans une zone rurale. Elle s'adapte à la réalité socio-économique du terrain. Mais ce n'est pas déjà le cas ? La police n'est pas déjà présente dans tous les lieux de France ? Mais si vous interrogez un peu tous les policiers, ils vous diront que quelquefois, ils ont beaucoup de difficultés et qu'ils aimeraient bien justement être plus sur le terrain. Ils vous diront par exemple, en particulier, interroger ici ceux qui font de la police judiciaire, ils vous disent qu'on passe beaucoup de temps à remplir un certain nombre de papiers et qu'eux aimeraient plus être dans la rue, dans l'enquête. Et donc, cette police va se doubler d'une réforme de la procédure pénale qui numérisera, qui oralisera un certain nombre de procédures. Et donc, nous sommes déjà en train d'y travailler avec ma collègue ministre de la Justice. Et ça sera véritablement un changement d'orientation. Donc, police de sécurité du quotidien, on verra ça au début de l'année prochaine. Il y a 2 jours maintenant, la police a arrêté une dizaine de personnes dans la mouvance de ce que l'on appelle l'ultra-droite,
Ces arrestations sont consécutives à l'arrestation elle-même d'un jeune homme à Vitrolles fin juin. Et ce jeune homme avait le projet de, mal abouti visiblement, mais peut-être d'attenter à la vie, on n'en sait rien exactement, du porte-parole du gouvernement Christophe Castaner et aussi du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui en a parlé dans des termes que je voudrais vous faire écouter. Gérard Collomb, c'était hier à l'Assemblée nationale. Je me permets une suggestion, Monsieur le Premier ministre. Le ridicule qui comptait nous assaillir a été arrêté le 28 juin. 4 mois plus tard, je l'apprends. Et j'aurais apprécié d'en être informé pendant les 4 mois pendant lesquels j'ai continué à me transporter en métro et à pied, et ainsi de suite. Convenez-vous que peut-être une information discrète auprès de Jean-Luc Mélenchon aurait été la bienvenue pour qu'il puisse éventuellement prendre des dispositions? Oui, bien sûr, mais si vous voulez, en même temps, il faut savoir que les services essayent non pas d'arrêter un individu, mais d'arrêter une bande. Et donc, s'ils informent les personnes qui elles-mêmes sont protégées durant tout ce laps de temps. On lui avait refusé une protection qu'il avait demandée, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais croyez-moi qu'il y a des gens de la DGSI qui devaient le suivre de manière à pouvoir le protéger. C'est pas trop long, 4 mois sans lui donner l'information. On voulait arrêter toute la bande et donc repérer, écouter, voir de quoi il s'agissait. Et finalement, quand on a écouté, on s'est aperçu que les cibles n'étaient pas si précises que cela et qu'ils évoquaient toute une série de cibles potentielles. Et ce n'était pas, franchement, la bande la plus sérieuse qu'on ait arrêtée au cours des derniers temps. Gérard Collomb, vous restez avec nous. Il est 8h40 sur France Info. On va faire un point tout de suite sur l'essentiel de l'info avec Lauriane Delanoë. Grève et manifestations à prévoir. Aujourd'hui, la CGT organise sa 3e journée d'action contre la réforme par ordonnance du Code du travail. La Confédération dénonce la casse sociale. En solo, cette fois, elle compte sur une nouvelle mobilisation plus tard avec d'autres syndicats. Faut-il créer un statut de lanceur d'alerte pour les femmes qui dénoncent le harcèlement sexuel et les propos sexistes? Proposition ce matin sur France Info de Juliette Méadel. L'ancienne secrétaire d'État socialiste lance une pétition pour mieux protéger la parole des victimes. La Catalogne, à l'heure du choix, déclarer ou non l'indépendance. L'ultimatum posé par le pouvoir espagnol s'achève ce matin à 10h. Dernière proposition faite hier par le gouvernement aux autorités catalanes, convoquer des élections régionales anticipées. Le premier épisode Cévenol de l'année, le département de l'Aude et celui de l'Hérault restent en vigilance orange ce matin. Les orages peuvent provoquer des inondations. Et puis un nouvel avion dans le ciel toulousain, premier vol d'essai de l'Airbus A330 Neo. Cet appareil long courrier avec des ailerons et une consommation en carburant réduite. L'avionneur européen veut concurrencer le Boeing 787. France Info. Nous sommes en direct du nouveau siège de la police judiciaire parisienne, dans la salle de crise qui a été créée spécialement dans ce nouveau siège, avec notre invité, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Jean-Michel Apathy. Pour en terminer avec Jean-Luc Mélenchon, il vous a écrit, je crois, il souhaiterait que des locaux de l'Action française qui se situent à Marseille, la ville où lui-même a été élu député, soient fermés. Parce que, dit-il, les personnes que vous avez arrêtées il y a 2 jours fréquentaient ces locaux de l'Action française. Vous donnerez suite à la demande de Jean-Luc Mélenchon ? J'alerterai la police et donc la police elle-même fera une enquête et la justice tranchera. Nous sommes dans un état de droit et nous essayons de nous y conformer. C'est ce qui fait les règles de notre République et qui permet le débat démocratique à l'Assemblée. Après l'attentat qui s'est produit, enfin du moins l'assassinat qui s'est produit à Marseille encore, c'était le 1er octobre dernier, 2 jeunes femmes avaient péri sous les coups d'un homme qui était sur le territoire français en situation irrégulière. Des dysfonctionnements avaient été constatés, vous avez limogé, je ne sais pas si le terme est un peu excessif peut-être. Oui, un peu excessif. Le préfet du Rhône, en tout cas, il a quitté ce poste-là, je ne sais pas, il est peut-être toujours dans la préfectorale, mais il n'est plus préfet du Rhône. Et vous avez pris une circulaire lundi, intimant au préfet l'ordre d'expulser davantage qu'ils ne le font les personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire quand elles commettent un acte délictueux. On avait abandonné de systématiser l'expulsion des personnes en situation irrégulière. Il y a eu un déficit d'action sur ce terrain-là, Gérard Collomb ? Et surtout, si vous voulez, on a changé d'époque. On s'aperçoit qu'il y a encore 7-8 ans,
on ne connaissait pas la menace terroriste que l'on connaît aujourd'hui. On voit bien en ce moment qu'un certain nombre de personnes peuvent se radicaliser assez vite et donc commettre... Ce n'est pas les clandestins qui sont des terroristes. Comment ? Il n'y a pas de lien entre les personnes en situation irrégulière et le terrorisme. Les terroristes sont aussi des gens qui sont en situation régulière sur le territoire. Oui, mais lorsqu'on regarde l'histoire des dernières années, on s'aperçoit quand même qu'il y a une continuité dans les gens qui passent à l'acte. Et en particulier, vous comprenez bien que la personne qui a commis 7 vols sous des identités chaque fois différentes, c'est quelqu'un quand même qui n'est pas totalement net. Donc si elle est étrangère en situation irrégulière, on peut tout de même essayer de l'expulser. Et donc oui, nous avons pris un certain nombre de mesures où nous avons rappelé au préfet qu'il convient que la force reste à la loi. C'est déjà effectif ? Il y a déjà écoutez, des personnes hier, pendant que le président préparait son discours, j'ai réuni tous les préfets de région. Ouais. Pendant le discours du président, il y avait tous les préfets de département. Et moi, j'ai rappelé aux préfets de région qu'il y avait un certain nombre de procédures à mettre en place et qu'effectivement, les gens devaient être expulsés. C'est quoi les chiffres? On expulse combien de clandestins? Très peu. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez 13 000 personnes chaque année expulsées, alors que vous avez 85 000 demandes d'asile. Donc, et quand je vous dis 13 000, c'est tout compris, y compris départ volontaire. Il y a un chiffre, il y a un objectif d'expulsion? C'est pas un objectif, c'est simplement... 25 000, 30 000 non, mais Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République... Si vous voulez, c'est un changement de procédure. Ouais. Ce qu'a demandé le président de la République et ce que nous allons mettre en œuvre avec ma collègue garde des Sceaux, c'est d'essayer de faire en sorte, si vous voulez, que les procédures d'asile se fassent en 6 mois. Ça aura un double avantage. En 6 mois, celles et ceux qui sont réfugiés, qui viennent de terrains de guerre, qui sont des réfugiés politiques, sauront qu'ils peuvent avoir l'asile et commenceront à pouvoir s'intégrer dans la société française. Et les autres, qui n'ont pas droit à l'asile, eh bien, nous pourrons les expulser. À la frontière. Enfin, on les expulsera dans leur pays d'origine. Ce sont des opérations difficiles à faire. Nous y travaillons sans arrêt. Vous voyez, tout à l'heure, j'aurai une réunion avec un de mes homologues et on discutera justement expulsion. Et donc 13 000 pour l'instant, vous pensez que 13 000 expulsions quand? En 2016, 2017 13 000 l'année dernière. L'année dernière, donc 2016. Et vous pensez que le chiffre peut augmenter de manière on s'aperçoit qu'il a déjà augmenté ces derniers temps, et qu'en particulier, si vous avez des chiffres dans un certain nombre de pays sûrs, où on n'expulsait jamais, cette fois-ci, on a d'ailleurs pris des accords avec les gouvernements et on expulse beaucoup. Pas de chiffres par exemple, sur les 6 premiers mois de l'année, on a sur les Dublinés, nous avions augmenté de 100% en l'espace de 3 mois. Alors, les Dublinés, on renverra sur Internet parce que c'est un peu compliqué pour expliquer. Voilà, c'est une procédure... Ce sont ceux qui ont été déboutés d'un autre pays et qui viennent redemander l'asile chez nous. Voilà, c'est un accord trouvé à Dublin sur la question, d'où les Dublinés. Le harcèlement dont sont victimes les femmes est au cœur des discussions durant ces derniers jours sur le réseau social Twitter. Balance ton port, vous avez bien entendu vu tout cela. Emmanuel Macron a parlé d'une procédure simplifiée pour sanctionner les harcèlements de rue. Il en a parlé dimanche soir. Vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est une procédure simplifiée? Oui, si vous voulez, en fait, il faisait référence à la procédure du quotidien parce que les policiers aujourd'hui, nous allons faire ce dont bénéficient déjà les gendarmes, leur distribuer des tablettes numériques à partir desquelles vous allez pouvoir mettre un certain nombre d'amendes immédiatement, prendre donc évidemment les coordonnées de la personne, regarder s'il a déjà été fiché, et donc s'il a été fiché, s'il y a répétition de l'agression, évidemment le déférer tout de suite en garde à vue et ensuite introduire une action judiciaire. En même temps, le harcèlement, c'est quelque chose qui se produit dans les bureaux, sur les lieux de travail. Ce sont des gestes, s'ils se produisent dans la rue, qui sont très rapides. Enfin, on imagine que la police est peu adaptée tout de même pour lutter contre ce genre de choses. Monsieur Apathy, j'espère que vous ne harcelez pas tous les jours. Alors, j'allais vous poser des questions de ce registre, mais puisque vous me posez la question ni tous les jours ni jamais, est-ce qu'il faut dénoncer les harceleurs? Oui, ça dépend. Enfin, je veux dire qu'entre entre le fait
de pouvoir flirter. Et le fait de pouvoir harceler, il me semble y avoir des différences. Et quand on voyait le producteur de cinéma, ce n'était pas du flirt, c'était véritablement de l'imposition. Donc là où il y a une barrière à pouvoir mettre et qui doit être mise de manière extrêmement ferme. Mais est-ce qu'il faut les dénoncer? Vous savez, quand on a été confronté en France avec... je vous signale que la même question s'est posée vis-à-vis des pédophiles. Est-ce qu'il faut dénoncer les pédophiles? À un moment donné, oui, on le voit que partout, il faut dénoncer les pédophiles. Quand l'affaire Dominique Strauss-Kahn s'est produite, on a dit tout le monde savait, comme pour le producteur américain. Eh bien moi, donc, je ne le savais pas. Vous ne saviez pas. Mais peut-être j'étais le dernier de Paris. On dit qu'il y a souvent dans les responsables politiques que ce sont des pratiques qui sont, à défaut d'être usuelles, ça me semble très excessif, mais qui peuvent exister. Oui, moi, ça fait 40 ans que je fais de la politique. Je ne vois pas tout le monde courir après tout le monde. Hein. Ouais. Et donc, si vous en connaissiez, bien sûr, vous les dénonceriez. Oui. Vous n'auriez pas de difficulté à le faire. Oui. Donc on voit quand même que dans cette discussion que la police sans doute ne nous aidera pas beaucoup à résoudre ce problème. Si, parce que par exemple, dans les trains de nuit qui vont de la banlieue à Paris, c'est vrai que si vous vous souvenez d'actualités relativement récentes, vous avez eu des scènes qui étaient apocalyptiques et donc pouvoir prendre en charge ce type de problématique, évidemment que ça participe de la sécurité, d'un sentiment plutôt de tranquillité lorsque l'on voyage la nuit. Et puis les femmes concernées disent aussi qu'il n'est pas facile de porter plainte, d'abord parce que c'est une démarche difficile et que quelquefois l'accueil dans les commissariats n'est pas non plus très bon. Et alors, ça en général, chez les commissariats, nous avons mis une personne spécialisée pour ce genre de problème, parce que vous savez, le crime aujourd'hui qui se produit le plus, c'est les violences intrafamiliales, qui ont monté alors de manière extraordinaire. Justement, peut-être pas parce qu'il y en a plus que par le passé, mais parce que, en tout cas, les victimes hésitent moins à pouvoir dénoncer. Gérard Collomb, vous restez avec nous. Il est 8h50, l'essentiel de l'info avec Lauriane Delanoë. C'est un médicament très utilisé aujourd'hui pour déclencher des accouchements. Le Cytotec, détourné de son usage initial contre les ulcères, ne sera plus vendu en France à partir de mars prochain. Le laboratoire Pfizer France le retire du marché face aux alertes sanitaires. En cas de surdosage, il y a un risque pour la santé de la mère et de l'enfant. L'encadrement des loyers à Lille sera-t-il maintenu? Le ministère du Logement va faire appel de la décision du tribunal administratif. Avant-hier, un juge a décidé d'annuler ce dispositif mis en place en février dernier. Les abeilles, mais aussi les sauterelles et les coccinelles, tous les insectes volants menacés. Une étude menée en Allemagne montre qu'il y en a aujourd'hui 75% de moins qu'il y a 30 ans. Ce serait à cause de notre modèle d'agriculture intensive. La France et l'Europe seraient donc aussi concernées. Le PSG presque qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Les footballeurs parisiens ont signé leur 3e victoire en 3 matchs hier soir, 4-0 à Anderlecht en Belgique. Ce soir, c'est Ligue Europa pour Lyon, Marseille et Nice. France Info. Gérard Collomb est l'invité de France Info en direct du nouveau siège de la police judiciaire parisienne au 36 rue du Bastion dans le 17e arrondissement. Jean-Michel Apathy. François Hollande ne s'est pas retiré de la vie politique. La preuve, mardi, depuis Séoul où il donnait une conférence, il a critiqué la réduction de l'assiette de l'ISF, impôt sur la fortune. On écoute François Hollande. Dans un pays, l'idée s'installe que il y a finalement une fiscalité allégée pour les riches et alourdie pour les plus modestes ou pour les classes moyennes, alors c'est la productivité globale du pays, c'est la capacité qu'il a à se mobiliser pour son avenir qui se trouve mis en cause. Qu'est-ce que vous répondez à François Hollande qui dit qu'une fiscalité pour les riches, ce n'est pas la meilleure chose à faire? D'abord, je constate que François Hollande ne renoncera jamais et que dans 20 ans, on entendra encore des messages de François Hollande. Je ne sais pas quel sera le gouvernement de 20 ans, mais je suis sûr qu'on aura à nouveau François Hollande qui commentera l'actualité. Bon, il avait 5 ans pour agir, pour transformer la France. Il aurait dû le faire à ce moment-là. Et sur le fond, l'étiquette de... Et sur le fond, moi, vous savez,
les résultats d'une politique, je les juge à la transformation de la vie quotidienne des gens. Si dans 3-4 ans, les gens vivent mieux, on dira que cette politique a réussi, était une politique de gauche qui faisait que les gens les plus fragiles, ceux qui socialement étaient le plus en difficulté, ont réussi. Si on ne le fait pas, alors oui, on aura échoué. Donc pour moi, ce qui compte, c'est que la vie quotidienne réelle des gens se transforme. On verra si elle se transformera. Moi, je suis plutôt optimiste. Vous répondez avec ironie. Non, pas avec ironie. Au sujet de François Hollande, au sujet de François Hollande. Ça ne vous inquiète pas politiquement qu'il devienne comme ça, j'allais dire la mouche du coche du président Macron? Il a toujours été comme ça, François Hollande. Moi, il était président pendant 5 ans. Moi, je le connais depuis 25 ans. C'est quelqu'un qui ne vit que par la politique. Donc, il va... On pourrait dire ça d'autres Ah personnalités. ben oui, je suis d'accord. Peut-être de vous aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Non, mais ça veut dire que où qu'il soit, il commente. Donc là, il est à l'autre bout du monde. Il pourrait regarder... J'entendais votre pub, les papillons, tout ça. Regardez quelle est là-bas la faune, la flore. Bah, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe à Paris. Mais il est fait comme ça. Il est tombé dedans quand il était tout petit. Mais ça ne vous inquiète pas? Est-ce que ça peut devenir un opposant efficace, fondamentalement. Bon. D'accord. Sur le fond, pour y revenir, une centaine de parlementaires disent bon, on peut voter ou pas cette réforme, mais il faudrait qu'on comprenne quel effet elle aura sur les plus hauts patrimoines français. Ces parlementaires qui réclament des informations avant de voter pour ou contre, ils ont tort? Oui, vous savez, en même temps, les gens qui demandent donc sans arrêt, moi je les comprends. Moi, des éléments d'information pour voter. Plutôt, pas idiot, hein? Plutôt modeste. Oui, mais vous voyez, en France, le véritable problème, c'est qu'on veut beaucoup d'usines, mais pas de patron. Non, c'est pas ça la question. Si. Non, quelque part, il y a une contradiction. Mais si, non, il y a une sorte, si vous me permettez, de voyeurisme. Ça veut dire quoi? Que l'impôt va profiter, la baisse d'impôt va profiter aux plus riches. Ça, on le sait effectivement. Mais il vaut mieux que ces plus riches-là, ils aient des entreprises en France et qu'ils fassent marcher la France, parce que c'est comme ça qu'on aura des emplois. À vouloir être égalitaire, on a essayé ça. Dans ma jeunesse, c'était l'URSS. Tout le monde, au moins, était au même niveau. On a vu qu'économiquement, ça ne marchait pas très bien. Vous avez entendu le chiffre de Bruno Le Maire hier, 400 millions d'euros. Ils vont être reversés au patrimoine les plus importants. Ceux qui ne paieront plus. 400 millions d'euros, on a besoin... J'ai vu, si vous voulez, qu'aujourd'hui, le gouvernement est obligé de se débrouiller avec une taxe passée qui est l'équivalent de 7 milliards. Vous savez, on avait imposé un impôt exceptionnel et le Conseil constitutionnel a dit c'est illégal et donc vous êtes obligé de reverser. Alors 400 millions, 7 milliards et demi, vous voyez, il y a un peu de différence. Ça n'aura pas de prise dans l'opinion publique, vous croyez? Ces 400 millions, ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste? Nous, ce qui nous embête plutôt, c'est d'avoir 7 milliards et demi, vous voyez, qui nous tombent d'un coup sur la tête et auquel on ne s'attendait pas. Pour terminer, une dernière question qui va nous ramener à votre terre d'origine, c'est Lyon. Il y a un site internet à Lyon, c'est une ville assez canaille, il y a beaucoup de choses. Oh là là, m'en parlez pas. Un site internet qui s'appelle La Salade Lyonnaise. Ah bah oui. Et qui a raconté l'histoire suivante. Stéphane Bern, qui a été missionné par le président de la République sur les monuments en péril, a fait un tweet pour féliciter Laurent Wauquiez, qui dirige la région Rhône-Alpes. Et pourquoi aurait-il félicité Laurent Wauquiez? Parce que, a dit Stéphane Bern, il a sauvé un musée qui est important à Lyon, parce qu'il raconte beaucoup de l'histoire économique de Lyon, le musée des tissus de Lyon. Et alors, ce que La Salade Lyonnaise, ce site internet raconte, c'est que du coup, vous, ministre de l'Intérieur, vous avez demandé, ce qu'il a fait d'ailleurs, ou ce qu'il aurait fait, vous allez nous le confirmer, à Stéphane Bern de passer le voir dans votre bureau pour lui expliquer que Laurent Wauquiez, il n'a finalement pas fait grand-chose dans cette histoire. C'est vrai que vous avez fait ça? Oui. Ah ben non. Oui, parce que je m'occupe toujours de Lyon et que je pense que le projet de Laurent Wauquiez est un mauvais projet. Si vous voulez, de quoi s'agit-il? Vous avez convoqué Stéphane Bern? Non. Vous lui avez dit... Stéphane Bern, vous lui avez demandé gentiment de passer. Stéphane Bern, je le connais depuis longtemps. Il se trouve que mon successeur avait eu des mots un peu durs sur Stéphane Bern. Et donc, je voulais le voir pour lui dire « Non, mais tu n'as pas compris ce qu'il souhaitait te dire en réalité. Donc, je vais t'expliquer pourquoi il a un projet qui est différent. » Je lui ai expliqué le projet et je lui ai dit « Voilà, plutôt que d'avoir 60 000 visiteurs par an,
on vous propose un projet où il y en aura 900 000 et où les soieries qui sont prestigieuses, qui sont dans ce musée, seront vues par tout le monde. Vous savez, ce n'est pas parce que je suis ici que finalement ma ville ne m'intéresse plus, si elle m'intéresse encore toujours comme m'intéresse Stéphane toute la Bern France. fera sans doute attention à ses prochains tweets. Merci beaucoup Gérard Collomb, merci de nous avoir accueillis ici, merci à toutes les équipes de la police judiciaire de nous avoir accueillis ce matin sur France Info et je remercie aussi Régis Picard, Stéphane Père et toutes les équipes techniques de France Info.